Hello hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vais vous montrer une lecture terminée. Alors, je vous ai pas montré les updates en cours de lecture, mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai lu et terminé donc Silverton Supernatural Project, donc c'est le tome 1, Les âmes de l'Ouest, donc Daily S. Green, donc chez Gulfstream. Et c'est l'autrice de la saga Steam Sailors que j'avais adoré. C'était une trilogie young adult, un peu steampunk, un peu... avec un peu de magie, etc., avec des bateaux volants. Enfin, j'ai vraiment adoré, les personnages étaient hyper attachants. Et là, on part dans toute autre chose. Donc, on est en 1867, après la guerre de sécession. Et donc, vous avez tout cet aspect historique donc d'après-guerre. Et vous avez aussi ce côté esclavage qui commence à disparaître, mais qui est toujours ancré. Voilà, avec cette lutte aussi contre les autochtones, etc. Et vous avez aussi toute cette partie vaudou. Donc, vous avez Sam, qui est ancien esclave et sorcier vaudou, qui va être recruté par l'agence Silverton, donc dirigée par Alan Pinkerton et Victor Hugo, et il va s'allier du coup avec le frère Linus O'Reilly et la sœur Sinead O'Reilly, qui sont frères et sœurs, voilà. Et voilà, parce que la sœur a un certain don pour voir les fantômes, et lui c'est un soldat, et voilà, voilà, c'est une agence en fait qui s'occupe des espèces de fantômes qui, en fait, quand leur corps, enfin quand leur esprits sont entravés sur Terre, il faut qu'ils aillent détruire les corps pour que les esprits puissent s'en aller, etc. Donc moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup ce côté un peu Supernatural, la série, je sais pas si vous connaissez, avec Dean et Sam Winchester, que j'ai adoré d'ailleurs, et qui était un peu creepy. Vous avez un peu ce côté-là, parce que parfois c'est un peu creepy quand même. Vous avez ce côté historique très présent, donc vraiment ça fait un peu western, un peu avec les Indiens, les gens qui montent à cheval, etc., les bars, les saloons, etc. Et vous avez aussi tout ce côté vaudou, donc qui peut faire peur, et magie noire, etc. J'ai adoré. Alors, la fin donne très envie de lire le tome 2. C'est pas une fin non plus cliffhanger, mais c'est vrai que c'est une fin qui donne très envie de savoir ce qui va se passer par la suite pour nos personnages, en sachant qu'on a des grosses révélations sur l'intrigue, et du coup ça change un peu la donne, et ouais, j'ai adoré. Alors déjà, l'objet livre est sublime, on avait des goodies, alors je les ai un peu éparpillés dans la maison, donc vous verrez peut-être pas trop. Donc il y avait une carte, donc là il y a marqué Seven of Cups. Vous aviez une lettre de mission, et vous aviez du coup le courrier de présentation, le marque-page, et vous aviez aussi une fiole de sel et un bandana violet. Et à l'intérieur, vous avez des illustrations aussi, très jolies. La scène du train, qui est très épique, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, très bien décrite. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas quoi dire de plus, j'ai mis 4,5. Honnêtement, je savais pas trop quoi mettre comme note. Je pense qu'il manquait quand même le petit truc pour faire que c'était un coup de cœur, mais honnêtement, j'ai adoré. Et voilà, en plus, c'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne, hein, avec toute cette sorcellerie vaudou, ces fantômes qui prennent possession des corps, etc. Octobre-novembre, c'est vraiment la période pour le lire, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, je crois que c'est une duologie. Ouais, c'est ça, qui mêle histoire des États-Unis, croyances vaudou, organisation secrète et chasse aux fantômes. Donc honnêtement, tout pour me plaire, et ça m'a beaucoup plu. Alors je m'excuse aussi si vous voyez que je brille, c'est parce que je me suis crémée et huilée, parce que je commence à avoir des plaques d'eczéma, etc. Donc bon, si vous voyez que ça brille un peu, c'est normal. Et du coup, je voulais commencer une autre lecture parce qu'en ce moment, je sais pas, j'aime beaucoup avoir plusieurs lectures en cours, alors que c'est un truc que je ne faisais jamais avant. Et je trouve que c'est aussi une lecture parfaite pour l'automne. Je vais commencer Catabasis de R.F. Kuang. Donc, est-ce que je fais l'affront de vous faire le résumé, en sachant qu'on voit passer partout en ce moment? Je crois qu'il a eu une version Fairy Loot, une version Illumicrate. Celle-là, c'est la version de Bocom Binding. Très jolie aussi, hein, je vais vous la montrer. Et il y a une version classique, mais avec un jaspage quand même. Alors, je sais pas si on va... Hop, je vais peut-être enlever la jaquette même. Il est très très beau. Ça, c'est la reverse Dust Jacket. Alors, ça c'est le côté.
Donc là, je vous ai montré une illustration, celle-ci, qui est très perturbante, je trouve. Et puis, vous avez le dos du livre. Magnifique. Voilà. Et bon, vous avez le jaspage aussi comme ça. Et à l'intérieur, je ne sais même pas s'il y a des illustrations, enfin bref. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est la Dark Academia, avec un peu de fantasy, etc. Ça sera parfait pour l'automne. Alors, bizarrement, pour celui-ci, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés. Alors, je pense que pour les grands fans de RF Kuang comme moi, je pense qu'à mon avis, je vais quand même aimer le livre, même si peut-être pas coup de cœur. Mais j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, voire des abandons, parce qu'ils trouvaient ça lent et trop lourd en termes d'information. Alors c'est vrai que Rebecca Kuang, elle a ce côté un peu académique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations historiques, par exemple dans The Poppy War, beaucoup d'informations académiques et historiques dans Babel, etc. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup d'informations a priori et ça a apparemment alourdi le texte. Moi, ça ne me dérange pas personnellement, en tout cas, ça ne m'a pas dérangé dans ses précédents écrits. Voilà, et RF Kuang, vous le savez, depuis que j'ai lu The Poppy War, c'était ma première découverte de l'autrice. Gros coup de cœur pour la trilogie, lisez-la, en plus là le tome 2 va sortir en français. Et puis Yellowface, pareil, j'ai mis 5 étoiles, Babel aussi 5 étoiles, j'ai toujours lu en VO, donc là aussi en VO, d'ailleurs je crois qu'il sort en 2026, il a été annoncé par De Saxus. Voilà, alors de quoi on parle? Donc on a une étudiante, Alice, qui a un but, c'est devenir une des personnes les plus brillantes dans le champ de la magie analytique, ou quelque chose comme ça. Mais la personne qui peut faire de son rêve une réalité est morte et en enfer. Et Alice, avec son plus grand rival Peter Murdoch, vont aller après lui en fait pour le sauver. Mais l'enfer a ses propres règles et si elle s'en sort vivante, elle et Peter vont... si elle veut s'en sortir vivante, elle et Peter devront travailler ensemble s'ils peuvent, en gros, se mettre d'accord sur tout. Enfin, pas sur tout, mais s'ils peuvent se mettre d'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont triompher ou se tuer mutuellement? Voilà. C'est très approximatif comme traduction. Je vois qu'il y a des petites notes, des fois. Bref. Donc voilà, j'ai très hâte. Il n'est pas très long pour comparer à Babel. Hein. Il fait 535 pages. Mais voilà, comme je vous dis, comme il y a beaucoup d'éléments académiques, etc. et de références, je pense que ça va être un peu plus long à lire. Mais quoique c'est écrit super gros en fait. Donc voilà, je vous reprends pour faire un update. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai été malade, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas beaucoup lu. Parce que là, en 7 jours, j'ai lu un livre et demi. Alors pour certains, ça va paraître beaucoup, mais pour moi, c'est pas beaucoup. Donc en général, j'ai 2 livres par semaine. Enfin, c'est pas beaucoup. Un livre et demi et 2 livres, vous allez dire, c'est pas beaucoup comme différence. Mais c'est vrai que là, c'était quand même Silverton, c'était quand même un roman young adult très facile à lire. Et j'ai mis beaucoup de temps à lire, voilà. Mais c'est pas grave, je vous reprends dans un prochain clip. Hello, du coup je vous retrouve pour la suite des updates. Alors je crois que la dernière fois je vous avais parlé du coup de Silverton, donc j'ai commencé Catabasis, j'en suis à ce niveau-là, donc je sais pas si j'en suis peut-être à 40, non peut-être pas 40%, 30%, je sais pas trop. Est-ce que je vous avais parlé du résumé? Je ne me souviens plus, je crois que oui. Et c'est vrai que c'est très scientifique au début, vous avez beaucoup de... Alors j'ai
ça m'a pas dérangé. J'ai, on va dire, pris sur moi pour avancer et accepter le fait de ne pas tout comprendre. Parce que, alors, R.F. Kuang, je pense que vous le savez si vous avez déjà lu ses romans, c'est une écriture assez poussée et surtout, là, on parle beaucoup de science et de magie et de théologie et de littérature. Donc il y a pas mal de mots que je ne comprends pas, et il y a peut-être même des mots inventés, mais c'est vrai que c'était assez compliqué au début, mais bon, j'ai accepté de ne pas tout comprendre, et comme ça j'avançais. Et donc, pour aller en enfer, ils ont fait pas mal d'études sur des cas, donc notamment Orphée ou Dante, qui sont allés en enfer, et ils ont regroupé voilà tous les ouvrages et les connaissances. Et donc là, pour aller en enfer, en fait, bon, c'est au début, donc c'est pas non plus un secret ni un spoil. Ils vont tracer un pentagramme, donc avec beaucoup de calculs, beaucoup de précision, etc., pour aller en enfer. C'est pas les seuls à aller en enfer, mais il y en a pas beaucoup qui reviennent. Et donc voilà, et en fait, là, on va apprendre du coup. Il y a tout un univers en fait sur le monde de l'enfer, où en fait c'est régi par des catégories et des niveaux entre guillemets selon vos péchés, ce que vous avez fait de mal. Donc moi j'aime bien ce côté-là en fait où vous avez 8 domaines avant d'aller au domaine de Yama, je crois, donc celui qui décide un peu de tout. Et en fait là on a passé les 2 premiers niveaux entre guillemets. Et du coup, à chaque fois, on voit à peu près quel péché, quel mal il faut faire pour arriver dans cette cour-là, entre guillemets. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Ce que je trouve peut-être un petit peu lourd, c'est qu'en fait, à chaque fin de chapitre, vous avez un extrait d'un livre ou pas forcément un extrait, mais ou quelque chose qui est relatif du coup, à la définition de l'enfer d'un auteur ou d'un philosophe, ou voilà, des connaissances entre guillemets. Et voilà, moi je trouve que ça alourdit pas mal le roman, déjà qu'il est assez lourd en termes de vocabulaire, en tout cas en anglais. Alors je sais pas ce que ça va donner en traduction française, mais voilà, c'est assez poussé quand même, donc il faut avoir un certain niveau. Alors comme tous les romans de Rebecca Kuang, je trouve que voilà, j'arrive pas à m'attacher aux personnages. Babel, j'avais adoré, j'avais mis 5 étoiles, mais j'avais pas adoré les personnages, enfin j'arrivais pas à m'attacher à eux. Pareil pour Yellowface, que j'ai trouvé très antipathique d'ailleurs, mais ça m'a pas empêché d'avoir un coup de cœur pour le roman. Et là c'est pareil, en fait, les personnages en fait sont là en fait pour démontrer et pour critiquer quelque chose, mais du coup on n'arrive pas à s'attacher à eux. En fait, ils sont là comme si c'était des objets pour servir à expliquer des choses et à l'intrigue, etc. Mais voilà, c'est pas des personnes avec beaucoup d'émotions. En tout cas, on n'en ressent pas grand-chose. Donc voilà, j'en suis là. Je vous dirai ce qu'il en est, mais c'est très fastidieux, on va dire ça comme ça. Et du coup, pour rester dans le mood automnal, hein, parce qu'avec Silverton et les fantômes, le culte vaudou, etc., et puis la Catabasis qui est de la Dark Academia, je me suis dit on va rester dans le mood automnal, donc j'ai commencé une autre lecture quand même. Oui, voilà. Vous connaissez maintenant, j'aime bien avoir plusieurs lectures. C'est Sauver sa peau de Lisa Gardner. Alors de base, j'avais demandé à Laurine, donc du compte Le Booker, je crois, sur Instagram, des recommandations de Lisa Gardner, parce que je voulais découvrir cette autrice de thrillers et des policiers de manière générale. Et donc elle a 2 grandes séries principales, donc celle-ci avec une commandante de la police et une autre avec des profilers. Donc je pense que je tenterai aussi l'autre série avec les profilers. Donc là, c'est le premier tome de la série avec Didi Warren, donc la commandante de la police. Et donc là, en fait, Sally, Cindy, Lucille, depuis l'enfance, Annabelle Granger s'est habituée à devoir changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville, d'histoire, sans que ses parents lui donnent la moindre explication. Bien plus tard, la découverte dans une chambre souterraine de l'ancien hôpital psychiatrique de Boston des cadavres de ses fillettes fait la une des journaux. L'une d'elles porte un médaillon au nom d'Annabelle Granger. L'heure n'est plus à la fuite et Annabelle décide de sortir enfin de l'ombre, mais le tueur est toujours aux aguets, il attend depuis 25 ans. Voilà. Donc là, on en est au début. Donc en fait, vraiment au premier chapitre, c'est ce qui nous met directement dedans, c'est qu'on suit en fait la famille en cavale. C'est-à-dire qu'un jour, la petite fille, depuis ses 6 ans, je crois qu'elle est en cavale, en fait, elle a toujours peur de rentrer chez elle, parce qu'à chaque fois qu'elle rentre chez elle, qu'elle voit les valises en fait dans l'entrée, c'est qu'elle sait qu'elle va partir, changer d'école, changer d'amis, etc. Donc elle n'arrive pas trop à s'attacher des personnes. Et voilà, donc en fait, ils ont changé au moins 4-5 fois 4-5 fois peut-être de ville, de nom, voilà. Et en fait, elle ne comprend pas pourquoi et son père ne lui explique pas.
Et en fait, tout au début, donc, du coup, on a plusieurs fois des départs comme ça un peu précipités. Et on ne sait pas pourquoi. Donc on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui en veut au père, à la mère, à la fille. Et donc après, on la retrouve dans le premier chapitre. Donc elle est adulte, elle a plus de 30 ans. Et elle voit du coup la découverte à la télé de cadavres, dont une jeune fille qui s'appelle Annabelle Granger. Donc Annabelle Granger, c'est son vrai nom à elle, de base. Et donc du coup, elle va se poser des questions et forcément, elle va aller voir la police et lui dire, bah, en fait, je suis là, donc je suis pas morte. Mais elle va expliquer quand même toute l'histoire à la capitaine, en fait, donc quand elle a dû fuir, donc elle lui demande, d'accord, est-ce que tu connais la raison? Et en fait, non, elle dit qu'elle sait pas. En fait, son père l'emmène de ville en ville, change de prénom, mais elle n'a jamais su la raison. Elle sait juste qu'il avait peur. Et donc voilà, et il se demande pourquoi, du coup, la petite fille dans le caveau, en fait, a le médaillon d'Annabelle Granger. Et forcément, il va y avoir des explications. J'en suis je crois que j'en suis à 40%, et ça se lit extrêmement vite, c'est hyper addictif. Déjà, la plume, elle est pas simple, enfin, elle est pas simple. Elle est pas compliquée non plus, mais je trouve que, voilà, elle est assez travaillée, mais c'est très fluide, c'est hyper addictif au niveau de l'intrigue, parce que tout s'enchaîne, comme je vous dis, dans le prologue. On a du coup cette explication, enfin pas cette explication, mais cet état de la situation où en fait à chaque fois elle fuit. Et dès le premier chapitre, en fait, c'est la découverte en fait du caveau. On appelle le capitaine, la commandante Warren sur les lieux pour dire bah voilà, on a trouvé ces cadavres, etc. Et vous avez un autre personnage, du coup, le détective, comment il s'appelle déjà, Bobby, voilà, qui est un peu pas le binôme, mais voilà, ils se connaissent avec Didi Warren. Et lui, il a travaillé sur une affaire similaire, mais avec qu'une petite fille dans un caveau, trouvée dans un caveau, etc. Donc peut-être qu'il y aura un lien, peut-être qu'il n'y en a pas, mais en tout cas là, ils essayent de faire le lien avec le meurtre d'il y a 30 ans, plus de 30 ans. Mais ce qui trouve étrange, en fait, c'est que la personne qui a été accusée de la première fois, en fait, était en prison à ce moment-là, au moment où les faits parce que la mort, du coup, a été datée des filles, et il était en prison à ce moment-là. Donc, ils se disent, c'est peut-être un copieur, voilà. Donc, l'enquête commence. Mais ce qui est bien, c'est qu'on entre dans le vif du sujet dès le début, dès le premier chapitre. C'est assez glauque. Mais franchement, moi, je suis hyper intriguée par pourquoi, en fait, le papa fuyait, qu'est-ce qu'il fuyait. Parce que c'est principalement le papa qui en fait, mettait en garde sa fille de ne pas parler aux inconnus. Dès que tu vois que quelqu'un est trop insistant, tu cries, etc. Enfin, il donnait beaucoup de conseils comme ça. Donc, voilà, j'ai très hâte de savoir ce qui va en advenir. Et en fait, la raison, en fait, tout simplement, et comment ça se fait qu'il devait toujours fuir, alors que... alors, voilà, du coup, ah non, je peux peut-être pas en parler. Non, je peux peut-être pas en parler. Mais voilà, vraiment la raison de la fuite, et surtout comment ils en sont arrivés là, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même certains personnages qui cachent des choses, mais ça, je vais le découvrir. Mais vraiment, c'est vraiment hyper addictif. Mais c'est quand même glauque, hein, parce qu'on parle quand même de 6 petites filles qui sont retrouvées mortes dans des sacs plastiques, etc. Bon, c'est pas très joyeux, mais je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne, bien que moi, ça ne m'empêche pas de lire des policiers et des thrillers en plein été. J'en lis tout le temps, en fait. Mais c'est vrai que c'est une période propice à ce genre de lecture. Voilà, donc du coup, je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini les deux, parce que celui-ci, à mon avis, dans 2 jours, il est fini. Catabasis, peut-être un peu plus, mais voilà, j'ai pas envie de me dépêcher, parce qu'étant donné qu'il est un peu compliqué en termes de vocabulaire et de structure et de voilà tout ça, j'ai pas envie de me précipiter pour louper quelque chose, et surtout pour ne rien comprendre. J'apprécierai pas ma lecture. Donc voilà, je pense que je vous reprends quand j'ai fini ces 2 romans, et je pense que je rajouterai pas d'autres lectures parce que ça va peut-être faire un peu long. La dernière fois, j'ai vu que le vlog faisait plus de 40 minutes, plus de 45 minutes. C'est peut-être un petit peu long. Hello, du coup, je vous prends pour clôturer le vlog. Je suis désolée, je suis obligée de le faire là un peu le soir, avec une luminosité plus qu'approximative, et un peu, je vous tiens à bout de bras, en fait, parce que je suis obligée de le faire là pour faire le montage, parce qu'après je pourrais pas, et sinon après ça va attendre encore 2 semaines, et là j'ai déjà 5 lectures dans ce vlog, donc je pense que ça va faire trop sinon. Donc du coup, je me souviens plus où est-ce que je m'étais arrêtée. Je crois que j'en étais à... Je suis désolée, ça, vous allez peut-être avoir le mal de mer. J'ai terminé Catabasis de R.F. Kuang, donc je vous avais dit que c'était un des romans que j'attendais plus cette année. Et alors,
c'est la première fois que c'est pas un coup de cœur, que j'ai pas mis 5 étoiles, j'en ai mis 4, parce que j'ai trouvé les idées, comme d'habitude, hyper intéressantes, les dénonciations, les critiques de la société pertinentes et d'actualité. Alors notamment l'ambition qui peut, on va dire, bouffer notre santé mentale et l'amitié, la famille, etc. Et tout ce qu'on est prêt à faire en fait pour atteindre un but justement par ambition, au niveau de la carrière, etc. Et d'ailleurs ça me rappelle un petit peu d'ailleurs ce qui a été fait dans Blood of a Bright Heaven par rapport à cette ambition dévorante, donc jusqu'au moment où en fait on est seul, en fait on ressent beaucoup de solitude, mais on se dit c'est pas grave parce que je vais atteindre mon but, je me donne les moyens et voilà, ça passe forcément par des moments de solitude, mais aussi des moments de je dirais pas où on essaie d'écraser les autres, mais voilà. On recule devant rien, et là du coup ça se reflète par le fait que Alice va en fait en enfer pour récupérer l'âme de son professeur qui sera son ticket de sortie par rapport à sa thèse et par rapport, parce que lui il a une place importante dans l'académie de magie et il peut en gros lui donner une place s'il écrit une lettre de recommandation et s'il appuie en fait ses demandes. Et il a été tué en fait par enfin il dit que c'est de sa faute, enfin dès qu'on va découvrir les circonstances de toute façon. Et aussi du coup Peter Murdoch, qui lui a ses secrets au début, on ne sait pas trop pourquoi il veut l'accompagner, pourquoi il dit qu'il a une raison lui de vouloir faire revenir aussi ce professeur, et voilà, on va découvrir aussi les travers par rapport à ce professeur qui abuse de ses élèves, que ce soit mentalement, physiquement, et qui les traite un peu comme des moins que rien en fait, et qui leur met beaucoup de pression, et c'est aussi de là que vient ce comportement en fait de vouloir à tout prix réussir. C'est cette relation toxique entre professeur et élève, où voilà, il les traite un peu comme bon, va être cru, mais des sous-merdes en fait, et il n'hésite pas à leur mentir, à les manipuler, etc. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de critiques. Là, je pense que c'est beaucoup plus basé du coup sur tout ce qui est académique, bien sûr, mais alors c'est un peu plus politique, un peu plus sociétal dans les autres romans, mais là c'est plus vraiment au niveau de l'académie, enfin de l'école de manière générale, et ça j'ai beaucoup aimé. Alors après, comme dans la plupart des romans d'R.F. Kuang, j'ai du mal à m'attacher aux personnages et à comprendre leurs choix, parce que forcément moi je suis pas comme ça, et l'ambition moi je connais pas du tout, enfin c'est pas dans mon caractère, et surtout bah voilà, écraser les autres ou même aller jusqu'au bout en fait, et sans se soucier des autres, pour moi ça me ressemble pas trop, mais du coup voilà, je me suis pas attachée au personnage, donc ce qui fait que j'ai pas eu un coup de cœur, mais ça aurait pu quand même être un 5 étoiles. Mais ce que j'ai un peu déploré quand même, c'est un peu l'étalage. Alors, je sais que R.F. Kuang a eu beaucoup de culture, il y a beaucoup de faits de recherche, mais je trouve que, alors, bien que dans Babel ou même au niveau de l'histoire avec un grand H dans The Poppy War, il y a quand même un étalage de connaissances et qui appuie le récit. Sauf que là, en fait, à la fin de chaque chapitre, vous avez un morceau d'une définition d'un théoricien, d'un philosophe concernant les enfers, et vous avez aussi beaucoup l'étalage scientifique et historique dans le roman en soi, mais je trouve que ça alourdissait un peu le roman. Il n'est pas très long, hein, il fait 540 pages, mais c'est vrai que du coup j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus long, parce que ces passages-là étaient longs, et en fait je comprenais pas forcément toutes les théories, parce qu'on parle beaucoup de théories scientifiques, parce que pour faire les pentagrammes, il faut aussi des calculs, etc., pour accéder à l'enfer. Et ouais, j'ai pas tout suivi, surtout que c'est de l'anglais, donc c'est un peu poussé. Enfin, la plume d'R.F. Kuang est assez poussée, en tout cas, dans ce domaine-là. Et voilà, j'ai eu un peu de mal à ce niveau-là, donc voilà pourquoi 4. Mais toutes les idées, comme d'habitude, sont pertinentes dans la manière où elle les expose et où elle dénonce en fait les choses. Donc voilà, je vous recommande, si vous aimez les écrits de Rebecca Kuang de base, si vous n'avez accroché avec aucun de ses romans, je vous conseille pas du tout, parce que là ça va être encore pire. Ensuite, pour continuer dans les lectures automnales,
j'ai terminé Sauver sa peau de Lisa Gardner, je vous en ai parlé. J'ai adoré, voilà, j'ai mis 4 étoiles, ou 4,5 même. J'ai trouvé ça hyper addictif. C'est, il y a de l'humour, mais c'est aussi forcément un peu noir, parce qu'on est quand même sur une enquête où on retrouve 6 jeunes filles, enfin 6 petites filles même, parce qu'elles ont entre 7 et 8 ans. Et puis on parle d'hôpital psychiatrique ou un asile, je sais plus. Et voilà, donc, mais c'était hyper addictif parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Et même dans les moments de réflexion, où ils cherchent des liens entre les anciennes affaires, le coupable, ils cherchent des témoins, etc. Même ces parties-là étaient hyper intéressantes. Et voilà, on parle pas mal de solitude aussi, et de reconstruction en fait, et de quête d'identité, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc je vais forcément continuer la série, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je vais continuer la série donc c'est Didi Warren, la commandante en chef, je crois. Et du coup, j'ai enchaîné avec 2 autres lectures automnales, parce que j'étais dans le mood, voilà. Je m'étais commandé Falling Like Leaves de Misty Wilson, donc chez Michael Derry Books, et donc il est beaucoup passé cette année, parce que il est sorti cette année, je crois, ou l'année dernière, je crois. Et c'est, en fait, pour moi, c'est vraiment un téléfilm de Noël, mais en automne, donc avec le festival de l'automne, les marchés de citrouilles, les pumpkin patch, les concours quand on fait les citrouilles, là, quand on les sculpte, plein de choses comme ça. En fait, vous avez des cinémas en plein air, vous avez voilà, des courses, des courses d'orientation, vous avez des concours, etc. Et c'est voilà, et puis voilà, on parle de spice latte, de pâtisserie, enfin voilà. Et puis c'est très très mignon. Voilà, moi je trouvais qu'il y avait des moments assez drôles. Les personnages sont hyper attachants, c'est super léger, donc il faut pas s'attendre à quelque chose de très complexe et avec beaucoup d'émotions. Mais voilà, j'ai trouvé que ça abordait des thèmes pas mal, notamment, on va en revenir aussi là, mais de l'ambition, parce que du coup, Ellis, en fait, fait tout, en fait, pour intégrer une grande école de journalisme très connue. Et donc elle ne sort pas, elle ne fait qu'étudier. Voilà, même sa meilleure amie, elle ne l'a jamais vue sortir dans un club ou même dans un bar le soir, etc. Parce qu'elle ne fait que travailler, elle a que des A, elle n'a jamais eu de B ou de C, c'est ce qu'elle dit dans le livre. Et du coup, sa mère va l'emmener à Bramble Falls, donc une ville, et ça va être en plein dans le festival de l'automne qui dure 2 mois. Et du coup, elle va être intégrée à l'organisation parce que c'est sa tante, la mère de la ville, qui s'occupe du festival. Et forcément, voilà, il y a une romance et tout, mais c'est vrai que ça fait très, voilà, c'est vrai que ça fait très aussi ambiance Gilmore Girls, j'ai envie de dire, mais pas seulement, parce que là, ce sont des lycéens, donc ils sont très jeunes, mais vous avez quand même toute cette partie, voilà, ambition, j'ai envie de dire, et carrière, question de carrière. Est-ce qu'on fait une carrière pour ses parents, parce qu'ils vous voient dans ce domaine-là, ou parce que voilà, c'est bien vu, ou parce que vous aimez vraiment ce que vous allez faire, et ou bien vous abandonnez tous vos hobbies et parce que votre papa ou votre maman a dit bah non, c'est ça que tu vas faire, c'est mieux, ça gagne mieux, etc. Voilà, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent, donc j'ai pas mal aimé. Et voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 2, je crois qu'il y aura... En fait, je crois que c'est une série de tomes compagnons. Le tome 2 n'est pas encore sorti, si je dis pas de bêtises, mais bon, ça sera pour l'automne prochain. Parce que là, pour novembre, du coup, j'ai pas mal de lectures un peu plus fantasy, mais plus witchy, automnal, etc. Mais je crois que j'ai mis qu'une romance un peu comme ça. Mais voilà, c'était vraiment chouette, j'ai mis 4 étoiles, je crois. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, parce que bon, voilà, ça reste une petite romance. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le téléfilm de Noël par excellence, mais à la mode festival d'automne, quoi. Parce que c'est vrai que dans les téléfilms de Noël, vous avez beaucoup de festivals liés à les parades, etc. D'ailleurs, oui, il y a une parade aussi, d'ailleurs, pour ce roman-là. Et le dernier roman lié à l'automne que j'ai lu, c'est Witch de Lucy Jane Wood. Donc là, c'est chez Calix. Je trouve qu'il est très beau. En tout cas, il fait très automnal. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc là, on va suivre, comment s'appelle-t-elle, Belle, donc en fait Belladonna, qui travaille chez Lunar Books. Et en fait, au 30e anniversaire, les sorcières ou les sorciers ont un test en fait pour savoir s'ils sont... comment on appelle ça, s'ils méritent leur pouvoir. Donc en fait, s'ils ont fait quelque chose qui peuvent aider les gens, ou s'ils ont fait juste des choses avec leur pouvoir pour leur propre intérêt personnel, leur propre confort, etc.
Et c'est vrai que du coup, Belle, elle fait beaucoup de choses. Bah voilà, elle utilise des sorts pour sécher les cheveux en 10 secondes, elle utilise des sorts pour ranger la maison, etc. Mais elle utilise, on va découvrir aussi qu'elle fait des sorts aussi. Donc au début, vous avez les juges en fait qui disent bah en fait elle fait beaucoup pour elle et en fait elle n'utilise pas tout le potentiel qu'elle a d'une sorcière, donc on va lui enlever ses pouvoirs. Mais il y a une autre partie qui dit bah en fait justement elle a un potentiel mais machin. Et ils vont découvrir aussi qu'elle a fait des sorts en fait aussi pour autrui, mais qu'on découvre plus tard. Et forcément, il y a un love interest qui va arriver, que j'ai pas trop... Alors, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que au début, c'est vraiment le genre de personnage qui n'aide pas le personnage principal, en fait, qui est plutôt arrogant, enfin, qui paraît arrogant, qui essaye, en fait, enfin, qui on dirait... prend plaisir à l'avoir échoué ou à l'avoir galéré. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Je préfère quand même s'ils se connaissent pas au début, qu'au début il y a un ressentiment parce que justement il y a une rivalité ou quoi, mais qu'après quand ils apprennent à se connaître, bah du coup voilà. Sauf que là dès le début, moi j'ai envie de le rembarrer le mec en fait, et sauf que voilà ça va être le love interest. Et alors donc, du coup ça va être parce qu'elle va avoir 30 ans là au niveau de l'automne en fait. Et elle va passer un test justement pour savoir, elle va passer des épreuves en fait pour savoir si elle mérite de garder ses pouvoirs ou pas, parce que l'assemblée est assez divisée. Et en fait, je trouve que parfois elle n'a pas les réactions d'une personne de 30 ans. Je suis désolée, parce que comme je tiens bout droit, des fois ça cache un peu, je suis désolée. Elle a pas du tout, je trouve. Alors parce que moi j'ai dans la trentaine, hein, je dis pas exactement mon âge, mais je pense que la plupart vous connaissez mon âge. Mais j'ai dans la trentaine et pour moi, des fois, elle a pas des réactions de quelqu'un qui va avoir 30 ans, qui a une situation stable, donc un boulot à temps plein, donc à la librairie, qui partage un appartement avec une coloc, qui fait sa vie en fait tout simplement et qui a une possibilité de carrière qui lui est proposée. Et alors parfois, je trouve que oui, effectivement, elle a cette mentalité-là, mais des fois, je trouve qu'elle fait plus, oui, dans la vingtaine, quoi. Alors peut-être parce qu'elle est trop naïve, peut-être parce que elle n'a pas encore connu, voilà, de vraies relations sentimentales, qu'elle n'a pas vraiment, à part sa meilleure amie, elle n'a pas vraiment de lien social avec quelqu'un, ou avec sa mère d'ailleurs. Mais parfois, j'avais vraiment l'impression, je pense que si on avait dit dès le départ qu'elle allait avoir 20 ans ou 25 ans, je pense que ça aurait été peut-être plus crédible. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, mais voilà, parfois je trouvais que son âge ne correspondait pas. Son âge et sa situation, parce que l'âge, j'ai envie de dire, ça veut rien dire aussi, mais sa situation, en fait, de manière générale, professionnelle et sociale, font que des fois, c'était pas très crédible. Mais bon, peut-être que c'est moi qui suis trop vieille école, hein, je sais pas, dites-moi. Et mais sinon, c'est tout ce qui est côté witch, parce que du coup, elle va rencontrer d'autres sorcières, beaucoup plus âgées, donc qui ont l'âge de sa mère en fait, et puis il y a aussi sa mère, et il y a des petits, voilà, il y a des sorts, etc. Et il y a quand même tout ce côté pareil. Où elle veut pas se lancer en fait parce qu'elle a peur en fait. Il y a aussi ce message de par peur, en fait, on se restreint à ne pas faire de choses ou à ne pas tenter. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce message aussi. Et voilà. Et puis après, vous avez tout ce côté automnal, parce que ça tourne autour du coup d'Halloween et du coup, forcément des sorcières, parce que voilà, c'est un peu l'objet principal du livre. Donc voilà. À part ce côté-là, voilà, ce personnage et la relation amoureuse que j'ai pas trop, c'est pas que j'ai pas adhéré, mais voilà, j'ai pas ressenti grand chose. Et voilà, je trouvais que le male interest n'est pas très, pour moi, c'était pas le premier choix pour moi, mais voilà, c'était une bonne lecture, cosy, voilà, plein de bons sentiments, un peu comme l'autre roman, mais l'autre roman j'ai plus accroché parce que les personnages avaient vraiment des réactions de lycéens, enfin qui correspondent à leur âge. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'elle allait ou qu'elle va sortir un autre roman. Je sais plus quand, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir en VO. Mais bon voilà, je pense qu'il sortira chez Calix. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne vibes automnale. Et voilà, c'est fini pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous tentent, s'ils sont dans votre wishlist. Et normalement, je vous reprends, je pense que je vous reprendrai que dans 2 semaines du coup. Je sais pas si le prochain vlog sera aussi à thème automnal, parce que j'ai mis pas mal de lectures automnales, witchy, etc., enfin sombres.
pour octobre et novembre, mais j'ai peur que ça fasse un peu redondant par rapport à ce vlog là. Mais bon, je verrai bien. En attendant, si vous ne savez pas quoi mettre en emoji, bah, vous me mettez un chapeau de sorcière, des feuilles d'automne, je sais pas moi, des petits cafés, des lattés, des citrouilles, enfin tout ce qui fait automne, witchy, un petit chat noir, tout ce que vous voulez. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.